Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. Noémie, quand tu lui demandes de qui est composée ta famille, il vaut mieux prendre des notes. Il y a sa mère et son père, bon ça ok, mais aussi son beau-père qu'il a adopté, les enfants de son père, les enfants de sa mère, les enfants de son beau-père. Bref, c'est une famille qu'on dirait communément recomposée, mais Noémie, elle aime pas tellement ce mot-là, alors disons que c'est une très grande et très belle famille tout simplement, où a toujours circulé beaucoup de joie et de sororité. Depuis une enfance au sein de cette famille originale et très matriarcale, guidée par une mère ultra accueillante qui déborde d'amour, Noémie est à son tour devenue maman et a fait 3 enfants avec 3 pères différents. C'était pas totalement prévu comme ça dans sa tête, mais c'est pourtant la vie qu'elle s'est construite. Et peut-être bien que le schéma familial dans lequel elle a grandi avait légèrement infusé son inconscient malgré elle. Dans cet épisode, Noémie retrace donc pour nous sa trajectoire familiale, amoureuse et maternelle, faite de très belles rencontres, de quelques déceptions, de grossesses qui n'arrivent pas alors qu'on s'acharne à les faire venir, quand d'autres déboulent sans prévenir, de pères très différents, certains très impliqués et d'autres beaucoup plus fuyants, une vie à tisser des liens, à réinventer son quotidien, à s'adapter, à compenser, à entourer, tout en créant des films et des bébés. Vous allez voir, écouter Noémie, c'est un peu comme assister à un cours magistral sur les shifts de vie, concept qui pourrait en effrayer plus d'une, mais dans lequel Noémie excelle. Alors je vous laisse écouter cette femme ultra sympathique qui ne cesse d'ouvrir ses chakras et de se challenger dans un récit féministe, authentique et très ancré. Bonjour Noémie. Bonjour Clémentine. Comment elle va ? Ça va bien, écoute. Ravie de t'avoir ici enfin. Ah ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on se court après. Peut-être on attendait la fin de mon dernier postpartum, ce qui paraît que ça dure 4 ans. 3, 4, ça dépend. Toi, t'en es à 4 ? Moi, 4, je D'accord. pense. Bon, bah écoute, ça marche aussi. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vie de fin de postpartum. Et bienvenue chez Bliss. Alors, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Je m'appelle Noémie Saglio, j'ai 43 ans. Je vis à Paris, j'ai 3 enfants, une fille de 16 ans et demi et 2 petits garçons de 7 ans et 4 ans. Et je suis scénariste, réalisatrice et productrice de films et de séries. Un petit florilège, Connasse. Voilà, j'ai créé Connasse, la série avec Héloïse Lang. Et ensuite, on a fait le film Connasse, princesse des cœurs. Et j'ai fait d'autres films comme Parents d'élèves, Telle mère, telle fille. Récemment, Natacha, presque hôtesse de l'air, qui a été un gros échec. J'ai fait une série sur Netflix qui s'appelle Plan Cœur et l'année dernière, une autre qui s'appelle Super Mal. Ça, c'était des gros succès, en revanche. Oui, c'était des succès. Aujourd'hui, on va évidemment parler de ta carrière en filigrane, parce qu'elle te constitue grandement. Mais tu sais que tu es là aussi surtout pour parler de ta vie de mère. Donc là, tu nous as énuméré 3 enfants. Mais tu nous as pas parlé de leur papa, puisqu'ils sont aussi nombreux que les enfants, puisque tu as fait ces 3 enfants avec 3 pères différents. Voilà, c'est pas un choix, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 3 enfants qui sont des frères et sœurs dans une famille recomposée très amusante, qui s'entendent hyper bien, qui sont tout le temps ensemble, mais qui ont 3 pères différents. Donc, je vis avec le père du petit dernier, mais je ne vis pas avec les pères de ma grande fille de 16 ans et de mon fils de 7 ans. À la fois, est-ce qu'il y a des familles où tout le monde vit ensemble ? Je pense qu'il y a plein de familles où tout le monde vit ensemble. Moi, je viens d'une énorme famille recomposée. Pour moi, la famille, et je crois que c'est un peu dans tout ce que j'ai fait, enfin, c'est ce que j'essaie de raconter dans tout ce que j'ai fait, la famille, c'est surtout ce qu'on crée comme amour autour de nous. Et j'arrête pas de le dire à mes enfants. Je dis aussi, c'est sûr que c'est génial d'avoir un papa et une maman qui sont ensemble, mais c'est génial aussi d'avoir un beau-père qu'on doit aimer, accepter, qui doit nous aimer, nous accepter. C'est génial d'avoir plein de grands-mères, plein de grands-pères,
beaux-pères, plein d'oncles et de tantes, un peu de toutes parts, etc. Et du coup, plus on est de fous, plus on rit dans une famille. Après, plus aussi on doit faire des concessions et apprendre à aimer en dehors du schéma habituel qu'on voit beaucoup dans les livres et dans les films. Donc c'est vrai que mes enfants ont toujours eu des questionnements sur ça. C'est ça. Aimer en dehors des clous. Alors toi, donc, t'es née dans quelle famille à 44 ans ? 44 ou 43 ? 43, je 43. crois. Mais même, j'ai failli dire 42, mais je suis un peu coincée aussi même à 39. Ok. Je trouve que vraiment, c'était bien 39. Ouais, 39, c'est sympa. Ouais. Écoute, tu auras l'âge que tu voudras aujourd'hui. En tout cas, vers 43. Vers 43 ans, t'es arrivée dans une famille qui était constituée de qui à ce moment-là ? C'est une famille. Il n'y a pas plus compliqué que cette famille. En fait, je suis toujours obligée de faire un petit schéma à l'écrit. Donc petit arbre que je vais généalogique. Être, clair. Je suis la fille unique de mes 2 parents. Mais je suis la petite dernière de mon père, qui avait déjà 3 enfants avant moi, et l'aînée de ma mère, qui a eu 2 enfants après moi. Mais je dis toujours que j'ai 9 frères et sœurs parce qu'il y a les pièces rapportées de tous côtés. Donc, les 2 enfants de mon beau-père, avec qui je m'entends très bien aussi. Il y a 3 enfants que mon père a eu avec sa première femme. Puis, sa première femme a eu 2 autres enfants avec qui j'ai été élevée. D'accord. Et du côté de ma mère, après moi, a eu 2 autres enfants avec qui j'ai été élevée. Et elle s'est mariée avec son mari, qui avait déjà 2 enfants avec lesquels j'ai été élevée aussi. Ok, donc toi, petite fille, il y avait qui à la maison, concrètement ? Combien d'enfants ? Principalement mon petit frère et ma petite sœur et les enfants de mon beau-père qui venaient une semaine sur 2 en garde alternée. Donc vous étiez 5 ? On était souvent 5, mais moi, j'étais toujours fille unique, aînée et petite dernière. Eh ouais. Mais j'ai toujours senti quand même énormément d'amour autour de moi. C'est-à-dire qu'on s'entend tous hyper bien, ce qui est quand même rare dans une telle fratrie. Quel est le secret ? À se parler tout le temps. Moi, je suis pas très conflictuelle. Ok, je donc pense déjà, que je suis née aide. avec un caractère assez... je dirais pas facile, parce que si je dis ça, il y a mes frères et sœurs qui vont hurler, qui vont dire non, elle n'est pas facile. Mais je ne rentre pas en conflit, donc je reste assez calme. Et puis, on a réussi à dépasser beaucoup de nos différences. Et on s'est plutôt tourné vers certains parents pour dire c'est de sa faute à lui, ouais. qu'entre nous, pour s'énerver les uns contre les autres. Ok. Donc, il y avait beaucoup de solidarité. Il y avait beaucoup de solidarité. Il y avait beaucoup d'acceptation des différences entre les uns et les autres. Après, bien sûr, ma petite sœur Clémence, on est inséparables. On se parle 4 fois par jour. Donc, il y en a avec lesquels je suis vraiment ultra proche. Proximité ultra forte, avec Clémence et Mathieu, qui sont mes petits frères et sœurs. Mais les 3 grands, on se parle tout le temps. On est tout le temps en contact. C'est forcément dû aussi aux parents, à l'énergie, aux signaux qu'ils vous envoyaient, tous ces parents et leur entente aussi entre eux. T'as des souvenirs de ça ? Du dépôt de certains, du départ des autres ? Parce que c'est toujours un moment charnière, ça, l'échange des enfants, 1 semaine sur 2. Tu te souviens de ça, de ces moments-là ? Je me souviens très bien de ça. J'ai aussi été très, très élevée par une grand-mère qui était très, très importante dans la famille. Nous, on est une famille très matriarcale. Ouais. Les mères sont très, très importantes. Et c'est vrai qu'on est une famille aussi où les mères ont fait des choix intelligents. Voilà, j'ai eu de la chance d'avoir une mère qui a toujours été plutôt à me pousser à voir mon père et à toujours dire des choses positives sur lui, à essayer de me dire ça va le voir, même si lui, il était tout le temps par monts et par vaux, aventurier, vraiment pas là, vraiment absent, et que j'avais beaucoup de choses souvent dont je me plaignais. Oui, t'aurais pu lui reprocher plein de choses. Voilà. Mais elle adoucissait tout ça. Elle adoucissait beaucoup. Et même mon beau-père et mon père étaient amis à mes 2 mariages. Ouais. J'ai été accompagnée à l'hôtel par père et beau-père. Ok. Parce que mon beau-père m'a adoptée. D'accord. Ah oui, donc ton père biologique était vraiment pas là. Oui, mon père n'a jamais été à Paris ou un père du quotidien. Ok, et pour autant, ta mère, effectivement, avait cette intelligence de toujours te présenter sa bonne facette, en fait. Oui, je crois que ma mère est quelqu'un qui déborde d'amour. Donc ça, c'est une énorme chance. J'ai eu énormément de chance d'avoir cette mère qui m'a donné hyper confiance en moi, qui nous trouve géniales tous. Enfin, qui nous trouve... je parlais des filles, je sais pas pourquoi, mais qui nous trouve aussi des mères géniales et qui s'occupent hyper bien de
de nos enfants et qui, je sais pas. Et une Donc de grand-mère ses aussi. enfants et de ses beaux enfants, parce que du coup, elle a eu 3 enfants avec ton père. Non, Non, enfant avec mon Un père, enfant avec ton 2 père enfants. et 2 autres avec un autre. Évidemment, elle a accueilli plein d'autres enfants de ses maris Exactement. différents. Ouais. Ouais, elle a été hyper forte avec ses beaux enfants et d'ailleurs, elle est encore hyper proche des 3 enfants que mon père avait avant elle. Ouais. Et de leurs enfants aussi. Et de leurs Parce qu'elle est enfants. grand-mère maintenant, Ouais. évidemment, à Hyper moult proche. reprises. Ok. Oui, donc forcément, quand on grandit là-dedans, avec ce modèle de mère-là, bah, ça vous forge une femme et ça vous forge une mère. Bah, en fait, c'est Que tu es quelqu'un de aujourd'hui. très inclusif, c'est-à-dire qu'elle fait famille. Noël, chez nous, il y a toujours des personnes qui, par exemple, n'ont pas leurs enfants cette année-là, ou voilà, il y a toujours des amis à elle. Elle a énormément de copines, elle a vraiment une bande. C'est quelqu'un qui rayonne d'amour et qui accueille. Et justement, d'avoir une mère qui a son cœur de maman divisé parmi tous ses enfants, ses copines, ses ex-maris, ses maris, ça t'a jamais manqué de l'avoir que pour toi? Il n'y a jamais eu un moment où j'ai pas eu ça, mais je sens que mes enfants, de temps en temps, ont ça, mais moi, j'ai pas ressenti ça. Et ma mère me répétait tout le temps un truc que je dis à mes enfants. Je dis, mais... Parce qu'ils disent, mais comment tu partages ton cœur? Je dis, mais en fait, c'est comme si j'avais un cœur pour chacun. C'est pas partagé, c'est qui grandit tellement à chaque enfant que tu as l'impression de donner encore plus d'amour. Mais c'est vrai qu'elle est... C'est niais un peu ce que je dis, mais c'est vrai qu'elle a vraiment un cœur immense et qu'elle a toujours été là quand on avait besoin. Après, elle aime pas quand on est mal. Donc ça, c'est un truc que j'ai essayé de changer dans ma manière d'être mère. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si tu l'appelles et que tu vas pas bien, c'est un peu inacceptable pour elle. Le bonheur est très important dans ma famille. La joie, le fait marrant. de... Ouais. Le mal-être est inacceptable. Non, mais c'est très difficile pour elle quand on est triste. Et du coup, ça la fait elle- réagir comment? Elle se met presque en colère? Non, mais elle veut pas trop en parler. Elle dit D'accord. non. Non, Ah non, ça je va suis mieux. pas d'accord. En vieillissant, elle l'accepte mieux. Mais parfois, ça a été un peu conflictuel quand j'étais mal parce qu'elle avait beaucoup de mal avec ça. Et ma grand-mère était comme ça. C'est une sorte de puissance féminine qui va pas forcément avec l'époque aujourd'hui, mais qui vient aussi de cette grand-mère qui est née juste après la Première Guerre mondiale et qui a vécu la Deuxième et qui était tout le temps dans la vie, la joie. Je me souviens, c'est la seule grand-mère, quand j'ai commencé à sortir en boîte, elle me disait « Alors, ta cousine m'a dit que tu t'étais bien amusée hier, que tu étais rentrée très tard et tout, c'est génial, raconte ». Elle était tout le temps, Ah ouais. à 90 ans, elle voulait faire des courses, s'habiller hyper à la mode, elle avait vraiment genre un truc... Marrant. elle était... Très ancrée encore dans Ouais, dans voilà. l'air du temps. Et dans l'air du temps et avec une façon d'être femme qui doit être un peu légère. Donc, passion fête, passion dîner, grand Exactement. dîner, groupe de copines. Exactement. Ouais, tout ça, tout ce qui est... Tout ce qui rassemble Ouais. et qui est joyeux et pas forcément une acceptation totale des moments de down. Et les hommes dans tout ça? Quel regard tu portais justement sur les hommes qui traversaient la vie ou qui avaient traversé la vie de ta mère? Tu les voyais comment, eux? Ma mère n'a pas eu beaucoup d'amoureux. Hein. Elle a vraiment eu principalement mon père et Jean-Marie. Avant, c'était un peu des flirts, je pense. D'accord. Et ma grand-mère s'est mariée 2 fois aussi, ce qui est quand même rare pour l'époque. Ah ouais. Ouais. Et justement, On est vraiment Non, mais c'est génial. une famille de divorce de génération en génération. Ouais. Youhou. Youhou. Non, c'est vraiment pas... C'est pas génial, mais c'est vrai Bah, qu'on vous êtes a comme ça. tendance à... C'est accepté parce que pour nous, c'est presque rajouter de l'amour et des personnes dans notre famille plutôt qu'en perdre. C'est Parce des qu'on valeurs reste amis. ajoutées. C'est des valeurs ajoutées. Et vous restez amis. Non, mais c'est fort. Hein. Ouais. Ma grand-mère était restée amie avec son premier mari. Ma mère restait très amie avec mon père. Et d'ailleurs, c'est elle qui l'invitait en vacances avec mon beau-père et tout. Enfin, Ils étaient déjà amis, ton beau-père et ton Non. père? Ils sont devenus amis. Ouais. Waouh. Et elle ça, les c'est a rare. fait, Elle les a fait devenir amis. Et on les appelait les beaux-frères. Il n'y a pas d'appellation pour ce Il n'y a lien. pas l'ex de Non. ta femme. Hein, Il faudrait trouver des noms dans ces, je dans trouve ces qu'il y a pas assez de recompositions. noms. Mais Je bien le dis sûr. tout le temps parce que on me dit mais donc c'est ton demi-frère et je suis là mais nous on n'a jamais mis ce mot.
C'est quoi demi? C'est trop bizarre. C'est un peu bizarre aussi que beau-père, ce soit à la fois le père de ton mari et la personne qui t'élève. Tout est. Il y a des mots qui manquent, je trouve, dans la manière aujourd'hui de parler de famille. Et je dis toujours que ma famille, c'est pas une famille recomposée, c'est une famille. Juste, elle est un peu spéciale. Et donc, je te demandais quel était ton regard, toi, sur ton père et ton beau-père. Quel couple ils formaient avec ta mère? Je pense que ma mère et mon père, ma mère était très jeune. Ils étaient jeunes et que c'était une vraie passion, je crois, parce que lui, c'était vraiment l'aventurier. Ils se sont rencontrés, mais il habitait au Sénégal, elle l'a rejoint. Et en fait, ils ont eu une sorte de passion. Mais papa n'est pas vivable pour une femme. D'ailleurs, il n'a jamais retrouvé de femme après elle. Ah ouais. Et maman, ça a dû durer 2-3 ans. Ok. Donc, tu n'as jamais connu tes parents ensemble. Non. En revanche, ton beau-père est arrivé très tôt, oui, quand j'avais 3 ans. D'accord. Et donc, il t'a adopté par la suite. Il m'a adopté par la suite, avec l'accord de mon père, pour que je sois au même stade que ses enfants. C'est fort, ça. Ouais, c'est hyper fort. T'avais quel âge, du coup? Je devais avoir 12-13 ans, donc un âge où ça aurait pu être un peu compliqué. Et tu te souviens de ce que ça t'a fait? Non, pas très. C'est bizarre parce que je m'en souviens pas très bien. Et aujourd'hui, je trouve ça assez génial, mais je trouve ça fou que papa ait accepté. Tu lui en as jamais parlé? Si, on en parle de temps en temps, mais en même temps, mon père a accepté qu'il n'était pas ce qu'on appelle le père social. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans une famille comme la mienne, donc qu'on n'appelle pas recomposée, mais qui est quand même une famille composée de personnes différentes. Il y a les pères biologiques et il y a ce qu'on appelle le père social, c'est-à-dire celui qui va aux réunions. Enfin, moi, en tout cas, dans ma famille, c'est comme ça. Oui. Qui va aux réunions parents-prof. Qui est là le soir quand l'enfant rentre, qui t'emmène en vacances, qui t'accompagne aux activités, qui te fait à bouffer le soir. Quand même pas, parce que c'est des pères des années... attention, c'est pas des pères comme aujourd'hui, qui sont beaucoup plus investis, etc. Moi, mon père et mon père, ils n'ont jamais accompagné à une activité, mais ils pouvaient accompagner à l'école, en voiture, pendant qu'ils allaient au bureau. Sur le chemin. Sur le chemin. Bien sûr. Et mon père n'a jamais été ça. Mon père, tout d'un coup, je sortais de l'école, il était en haut d'un arbre avec une peluche géante, je l'avais pas vu depuis 4 mois, il était bronzé, et il m'emmenait, je sais pas, faire un truc fou, faire semblant qu'on essayait des voitures sur les champs, et que j'allais faire le bal des débutantes et qu'il fallait essayer des robes, alors qu'il avait jamais un sou. C'était vraiment quelqu'un qui... D'ailleurs, je me suis demandé si le personnage de Connasse, bizarrement, n'était pas un peu inspiré de mon père. C'est vrai. C'était quelqu'un qui ne trouvait jamais que la vie était à la hauteur de lui. Alors que je pense que c'est toujours à nous, moi, de se remettre en question sur la vie qu'on crée autour de nous. Donc, il était nos limites, comme ce personnage de Connasse. Exactement. Sans gêne, exactement. Sans aucun code presque social. Oui, parce que l'autre n'existe pas vraiment pour des personnes comme celle-là qui ont c'est pas une estime d'eux, je pense, mais c'est vraiment des personnes qui se réveillent en se disant je mériterais ça, mais bizarrement ça n'arrive pas, donc je vais un peu le créer. Mais l'autre est un peu écrasé là-dedans, c'est-à-dire je fais ce que je veux où je veux. Moi, mon père il me disait tout le temps ça, on fait ce qu'on veut, où on veut, avec qui on veut. J'étais non, pas du tout. Toi, tu le recadrais, t'avais conscience? Je l'ai recadré à partir de 12-13 ans. Avant, je trouvais c'était un peu un dieu, un demi-dieu, quoi. Ouais. Mais oui, tout d'un coup, je me suis dit non, en fait, on fait pas du tout ce qu'on veut, où on veut, avec qui on veut. On fait les choses quand l'autre est d'accord. Et c'était vraiment assez long pour moi de réaliser que c'était en fait une espèce de toute-puissance, que n'a pas du tout mon beau-père. Ils sont très inverses. Et très complémentaires à la fois. Très complémentaires, parce que je pense qu'à un moment, dans une de mes nombreuses psychothérapies, on m'a fait écrire des lettres, et d'ailleurs j'ai fait faire l'exercice à ma fille il n'y a pas longtemps, mais des lettres de remerciement à mes 2 parents et à mon beau-père. Pour voir ce sur quoi je remerciais quand même mon père, même si j'en ai beaucoup voulu pendant des années pour plein de choses. Et ce sur quoi je remerciais ma mère, ce qui m'avait chacun apporté, en fait. Et donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'il t'a léguées dans cette fantaisie, une forme de créativité, ce panache. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais j'ai, je pense, une forme de panache. Et d'audace. Alors que je suis hyper insécure, etc. Mais j'en ai pas forcément l'air, et ça m'a beaucoup aidée. Je peux complètement me dépasser, etc. Après, moi, j'ai une vraie conscience de l'autre qui vient de ma mère.
Et qui vient aussi de choix que j'ai faits, de me remettre en question tout le temps, à chaque échec, à chaque enfant, à chaque mec. Ouais. Voilà, et du coup, de changer tout le temps. Mais ça, c'est marrant parce qu'il y a un mot anglais qui n'existe pas vraiment en français, qui est shift. C'est mon beurre qui me disait tout le temps ça, que ce mot n'existe pas. Mais c'est le changement sur le long terme, en fait. Et j'ai l'impression que dans une vie de femme, on a plus de chances de changer. J'appelle ça des chances, parce que c'est sûr que c'est des moments qui sont difficiles. Mais on a plus de moments de changement que les hommes, parce qu'on n'est pas élevés de la même manière. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que tu te disais, toi, pour la suite de ta vie, pour ta vie de grande, d'adulte, tu te racontais quoi? Dès l'âge de 7-8 ans, déjà, quand ma petite sœur est née, j'avais 6 ans et demi, 7 ans, je crois. Je me suis énormément occupée d'elle. C'était mon bébé. Et d'ailleurs, on avait une relation tellement forte que quand je suis tombée enceinte, Clémence a fait une dépression. Waouh! Elle a... Parce que je la remplaçais. Parce que, elle n'était pas contente. Elle s'en est rendue compte après. Cet enfant va prendre ma place. On s'en est rendu compte après parce que, mais elle a hyper mal vécu parce que je m'étais tellement occupée d'elle que voilà. Et donc, j'ai eu vraiment une relation très, très forte avec cette petite sœur dès l'enfance. Et à partir de 13-14 ans, moi, je m'imaginais avec une équipe de foot d'enfants. Okay. C'était J'avais un désir d'enfant très, 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 très tôt. Ouais, et voire même de famille nombreuse. De famille nombreuse, exactement. Ouais. J'écrivais des lettres pour mes futurs enfants. Parfois, j'achetais des petits habits. Mais d'ailleurs, j'ai perdu ces trucs, je suis dégoûtée. Mais j'étais obsédée. Ok, d'accord. Et donc, est-ce que dès que tu as commencé à avoir des relations avec des hommes, c'était toujours là? C'était toujours prégnant? Oui, c'était présent. Après, je voulais faire ça bien. Je voulais pas justement... c'était pas mon but de ne pas rester avec les pères. Je voulais faire une famille parfaite. Comme un challenge, tu te disais, moi, justement, j'arriverai à rester avec le même homme et à fonder une famille nombreuse avec le même homme? Je sais pas si j'étais à ce point obsédée par le même homme parce que ça a jamais été dans mon... Je n'ai pas été élevée dans cet univers-là. De l'amour, c'est forcément un truc qui dure toujours. J'ai plutôt été élevée par ma mère qui me disait le deuxième, c'était le bon. Ou ma grand-mère, pareil, le deuxième, c'était le bon. Donc, j'avais pas l'image. Je pense que si on a une image d'un couple hyper fort qui reste 1000 ans ensemble, c'est peut-être plus facile. Moi, c'était pas ça ma famille parfaite. Mais c'est vrai que je m'imaginais pas forcément que ça allait pas marcher avec, par exemple, le père d'Ève. Oui. Alors justement, ce premier père de ta première fille, il rentre dans ta vie à quel âge? Je devais avoir 23-24 ans. J'habitais à Londres. Ah, t'habitais à Londres, ok. Lui, il est américain. Tes études? Non, oui, je faisais des études de cinéma à Londres et j'ai rencontré Christopher dans un bar. Et ça a été un coup de foudre. Le coup de foudre dans le pub? J'étais un peu engagée avec quelqu'un et j'ai quitté cette personne pour Christopher tout de suite. D'accord. Donc 23-24 ans. Ouais, 24, je pense. Et vous habitiez Londres, donc tous les deux? 23, ouais. On habitait Londres tous les deux, donc ça a été une histoire d'amour hyper forte. Lui, c'était un peu une rockstar, donc j'étais... Musicien, chanteur? Chanteur et musicien. Il avait une boîte de production de musique. Moi, je faisais mon école de cinéma. Il a fait la musique d'un de mes courts-métrages. On était hyper amoureux. Et Ève est arrivée en surprise. D'accord. Au bout de combien de temps? Au bout de 1 an et demi, 2 ans. Vous en aviez parlé de cette idée d'enfant ou pas du tout? Non, pas vraiment. Et surtout, lui, il se sentait pas du tout prêt sur le coup. Et j'étais assez contente, mais Christopher n'était pas très content. Ah. Et je vais prendre un verre avec ma meilleure amie, sans alcool. Oui, donc déjà, tu te dis, je bois pas d'alcool parce que je suis enceinte. Moi, j'étais à fond. Ah ouais. Et elle me dit, mais bien sûr qu'on le garde. On le garde. Elle me dit, t'es faite pour ça, t'as toujours su que tu voulais un enfant, etc. Bien sûr qu'on le garde, on s'en fout, il va pas te forcer, etc. Je dis, non, mais moi je fais pas un enfant dans le dos de quelqu'un, donc j'en reparle pas trop. Le soir, on va à une fête et là, il rencontre un ami et il parle avec lui et l'ami le retourne complètement. Ok. Et son ami lui dit, mais ça va pas, t'es fou amoureux de cette fille, ça va, il avait 27 ans peut-être, lui, 28 ans. Moi, j'ai 2 enfants, c'est génial, c'est le truc le plus génial qui peut t'arriver dans ta vie, t'y vas, quoi.
Et en fait, il a switché. Il a switché. Ouais. Retour de soirée, donc Retour il de voulait soirée, être papa. il me dit, c'est tellement génial, ça y est, on va avoir un enfant. Mais tu devais être trop contente. Mais angoissée. Je venais d'avoir mon premier job. Je travaillais dans la production de films de pub à Londres. J'avais trouvé un super job. Et je venais d'être embauchée, je venais de commencer, etc. Donc, c'était un petit peu... Mais tu avais très envie d'être maman. Hyper envie. Comment s'est passée cette première grossesse ? Est-ce que Christopher, il a été non, pas sur du tout. toute la ligne dans ce même état d'esprit qu'en rentrant de soirée ? Non, pas du tout. Pas Déjà, du tout. Christopher, c'est assez Oui, drôle d'ailleurs que ce soit en rentrant de soirée, parce que Christopher a eu pendant longtemps, et ce n'est pas un secret, c'est pour ça que je peux en parler, un gros problème avec l'alcool. Et là, il est aux Alcooliques Anonymes depuis 1 an et demi, donc bravo Christopher. Bravo Christopher. Et je l'adore, et on s'est toujours hyper bien entendu. Voilà, mais c'est vrai qu'il était très fêtard. Donc ça a été difficile la grossesse, que j'étais très seule. Oui, parce que du coup, tu ne pouvais plus participer aux fêtes. Je me forçais à rester et tout, mais j'étais fatiguée. Bon, après, j'avais 26 ans, donc tu peux tenir le coup, mais c'est vrai que c'était un petit peu dur de savoir que la fête avait toujours l'ascendant par rapport à être avec moi à la maison. Et il était impliqué quand même. Tu le sentais un peu excité d'avoir cet enfant. Ouais, content. Franchement, il était doux. C'est un gars, il est hyper gentil, mais il a un peu le même syndrome que mon père. Les autres n'ont pas forcément vraiment, n'existent pas autant que lui. Ok. Et je suis rentrée très vite à Paris quand même. Pour être à côté de ma mère. D'ailleurs, quand j'ai accouché, je suis restée vivre chez ma mère. Et Christopher, il était où ? Il était resté à Londres ? Il était un peu chez ma mère aussi. Enfin, chez mes parents. Ouais. Ma mère et mon beau-père. On a vraiment vécu là pendant 1 an. Ouais. Ah ouais. Donc, Ève a été élevée par un village, quoi. Il y avait ma mère qui était tout le temps là. Bah, remarque, pour toi, ça devait être Christopher, génial. il faisait beaucoup d'allers-retours entre Londres et Paris, donc j'étais souvent, et j'étais avec ma petite sœur, ma mère. Et c'était comment alors d'accueillir cet enfant pour toi ? Mais j'ai tout adoré. Et pourtant, j'ai eu un accouchement, j'ai eu une grossesse cool. J'ai fait énormément de yoga. Je pensais que j'allais accoucher en position de warrior tout. J'étais hyper épanouie, voilà. Et puis l'accouchement a été très très long, et donc j'ai eu une césarienne d'urgence. Le docteur est arrivé un peu très tard. C'était vraiment un bon gynéco-boomer qui me disait tout le temps que j'étais trop grosse, qui m'a dit dès qu'elle est née, dans 1 mois, vous reprenez le sexe. Enfin, toutes ces choses qui sont vraiment des violences. Et cette césarienne d'urgence, Christopher a pu venir au bloc ou pas ? Il était avec toi ? Non, il n'était pas au bloc, mais en revanche, du coup, il a pu avoir Ève en premier. Ouais, d'accord. Donc, cette petite fille, c'est la première petite fille de ta mère ? Ouais, c'est son premier petit enfant. Ouais. Et même de ton beau-père ? Oui. Oui ? Ouais. Ok. Je suis la première à avoir eu un enfant. Donc, elle a dû être accueillie comme... Ah bah, c'était fou. Ève, c'était fou, et pour ma grand-mère, et pour truc. Et en plus, vraiment, nous, dans la famille, une fille, c'est une joie. Il y a vraiment un truc... Ouais. C'est gênant de dire ça, mais il y a vraiment un truc très féminin de puissance féminine dans cette famille qui est fort, je pense. Donc toi, tu mettais au monde là la nouvelle génération de femmes. Ouais, exactement. Ok. Et j'étais en folie totale, collée 24 heures sur 24. Et c'est grâce au fait d'avoir été maman très tôt que j'ai aussi fait bouger ma vie professionnelle. C'est-à-dire ? Quand Ève est née, je travaillais encore dans cette boîte de prod de pub où je n'étais pas vraiment à ma place. Je me souviens que le bureau était au-dessus d'un magasin Habitat. Et j'ai allaité Ève pendant très très longtemps, et donc je descendais dans le canapé du Habitat pour l'allaiter. La nounou me retrouvait. Le modèle d'exposition. Pour pouvoir l'allaiter, je faisais semblant que j'allais fumer une clope, et j'allaitais Ève. Et je me suis dit, en fait, c'est plus possible. Donc déjà, je me suis mis à 3 jours par semaine, et j'ai commencé à écrire. La nuit, j'ai commencé à écrire des scripts, parce que je me suis dit, en fait, je ne laisse plus cet enfant pour faire un truc qui ne me plaît pas à fond. Ok. Fallait que ce soit... ça en vaille la peine, quoi. Ouais. Allaitement, donc j'ai plus, arrêté de bosser quand elle avait 1 mois et demi, je pense. J'ai arrêté de bosser dans la boîte de prod. Oui, c'est ça. T'as quitté Londres pour revenir à Paris et t'installer chez ta mère. Exactement. Et là, c'était un peu spécial. J'ai retrouvé un job dans la pub qui était génial et qui m'a sauvé la vie. Mais là, de côté créa, donc c'était déjà plus marrant.
Et Pourquoi tu dis qu'il t'a sauvé la vie, parce ce job ? que il m'a dit, moi, je comprends que tu sois mère et que tu ne travailles que les matins ou que les après-midi. Tu fais ce que tu veux. Je sais aussi que tu écris des scénarios, je veux que tu les écrives. Ok. Enfin, vraiment. Ça, c'était le boss de la boîte qui ouais. te parlait comme ça. Ouais. Ok. Donc, on aime beaucoup quand même quelqu'un cet d'assez homme. génial. Ouais. J'étais hyper heureuse pendant cette période et surtout, je gagnais ma vie. Bah et ouais. en même temps, j'habitais chez mes parents, donc T'avais pas de dépensais loyer. rien. Mais du coup, t'es restée avec Eve combien de temps collée en vrai Franchement, congé mat, disons. Un bon 9 mois. Ok, donc t'as repris le taf au bout de 9 Ouais. mois. Ok. J'ai arrêté quand elle avait 1 mois et demi après avoir fait cet essai d'allaitement en fausse pause clope. Et j'ai repris quand elle avait 9 mois dans cette boîte-là. D'accord. Et là, j'ai pris un petit appart, tout petit. Bon, là, Christopher et moi, c'était déjà assez compliqué vu qu'il n'était jamais là et qu'il avait une vie assez dissolue. Et puis que quand il était là à Paris, c'était chez tes parents. Ouais. Enfin, ce qui n'a pas dû aider à créer une connexion entre vous, quoi. Enfin, à faire famille. Sans doute. Et puis moi, j'étais pas concentrée sur lui. Hein, et je me considérais un peu comme une mère célibataire. Hein. J'étais vraiment... Il était vraiment pas là. Il est parti à New York pendant 3 mois et demi. Puis, voilà, c'était vraiment pas... Puis j'étais encore jeune, donc j'avais beaucoup d'amis qui aussi m'aidaient. Ça, c'était très drôle, parce que j'étais la seule à avoir un enfant. Ah ouais. Donc, mes copines, tout le monde venait. De temps en temps, quand j'avais un rendez-vous professionnel, quand j'ai commencé à écrire et à avoir des rendez-vous avec des producteurs, etc., je sais, est-ce que tu peux la garder 2 heures? Donc, je les mettais dans ma maison, dans un endroit où j'étais sûre que c'était bien, etc. Voilà, il y a eu 1 ou 2 ans comme ça de... Oui, de village, comme tu dis. De village. Et là, tu prends ton appart pour t'installer avec Christopher ou pas du tout? Non, toute seule. Toute seule. Ouais. Donc, c'était fini avec lui? Ouais, c'était quand même... Enfin, c'est pas vrai. Je sais pas ce que c'était, parce que vraiment, c'est passé très vite, cette période, parce que j'étais tellement dans un changement de vie fort. C'est-à-dire que j'avais un premier enfant, je changeais de job, j'écrivais la nuit, j'écrivais tout le temps, j'essayais de vendre mon premier scénario, j'essayais de m'en sortir, etc. Donc... tout passait très vite, et donc quand il était là, on était ensemble, mais c'était pas, il n'y avait pas de relation sexuelle, il y avait pas de, okay. C'était un peu une amitié parentale. Et il était content de voir sa fille, lui? Il était très content. Il s'investissait dans son rôle de père? Il a commencé à vraiment s'intéresser à elle quand elle était un peu plus grande et qu'elle parlait un peu. Ah oui. Non, mais il était fan, mais un peu comme un père des années 60, je pense. D'accord. Goulou, goulou, non. Ouais. Elle pleure. Et il rendait. Oui, pas de changement de couche. Pas trop. Ok. À un moment, vous avez acté quand même une séparation avec Christopher? Oui, parce qu'il a rencontré quelqu'un, je l'ai hyper mal vécu. Ah. Et il a rencontré une fille dont j'ai été hyper jalouse. C'est marrant parce que là, j'écris un film sur la beau-parentalité entre 2 femmes, donc l'ex et la nouvelle, qui s'occupe des enfants de l'ex. Et je me rappelle qu'un jour, j'avais trouvé dans la... Donc, il a rencontré une fille et au bout de 2-3 ans, il prenait Eve un week-end par mois à Londres. Donc, je devais soit l'amener, soit trouver quelqu'un, parce que ça a toujours été moi qui étais moteur pour qu'elle aille voir son père. Et j'ai retrouvé un petit dessin où Caroline, donc la nouvelle fiancée de Christopher, avait marqué « I love you to the moon and back ». Et j'étais là. Ah. Et Eve m'a vue. Et elle m'a dit bah oui, je l'adore, etc. Mais je sais que toi, tu l'aimes pas. J'étais là, non, mais moi, je l'aime bien. Et je me suis dit, en fait, ils sentent tout. Et c'est horrible, parce que j'avais jamais rien dit de négatif. Et puis, j'étais plutôt contente qu'il y ait une femme. Oui. Quand elle allait chez son père. Parce que donner l'enfant à un père qui est célibataire, c'est plus difficile pour moi, pas pour tout le monde sûrement, mais que s'il n'y avait pas une femme qui, je sais pas, ça me rassurait, quoi. Donc j'étais quand même assez contente. Jusqu'à ce que, tu trouves ce genre de dessin, ce qu'on peut comprendre. Je sais pas pourquoi ça m'avait un peu énervée. Je me souviens très bien de ce moment, et Eve aussi, elle s'en souvient encore aujourd'hui. Non, mais c'est un mini poignard dans le cœur. C'est genre, non, mais à la fois je suis contente, et à la fois c'est hyper douloureux. Mais de toute façon, ce concept de sororité, c'est pour ça que je suis trop contente d'écrire ce film. Le concept de la sororité est très fort chez moi. C'est chevillé au corps. Mais on a quand même toujours du mal avec une femme avec qui on nous a trompés, une femme qui élève nos enfants. Pour moi, c'est une bataille de me dire, attends, c'est pas elle le problème. C'est ce qu'on m'a mis comme injonction depuis toujours, d'être jalouse des femmes qui sont choisies, plus belles, plus... Mais c'est complètement débile. Mais je trouve en tout cas, nous, femmes de notre génération, on a tellement eu un énorme shift entre les films qu'on nous a montrés quand on était jeunes et qui étaient pour nous des histoires d'amour qui sont toutes toxiques.
Et aujourd'hui, où on essaye de comprendre tout ce qui se passe et de se débattre entre nos injonctions contradictoires de tu dois aimer les femmes et tu dois être en sororité, mais on t'a jamais appris que la fille qui était dans ta classe et qui était belle et qui était charmante et que tout le monde aimait, tu pouvais aussi l'aimer. On t'a toujours dit, rival. C'est fou, en fait, d'élever les enfants comme ça, mais on a été élevés comme ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, finalement, t'as réussi tant bien que mal à faire comme ta mère, c'est-à-dire à ouvrir ton cœur et tes chakras. Exactement. Et à composer avec ça, avec cette nouvelle compagne et ta fille que tu laissais à l'Eurostar un week-end par mois. Alors, je pas seule, mais je trouvais toujours un ami à qui je payais le billet pour aller à Londres et qui l'accompagnait. Oh là là, la logistique. Et c'est devenu un truc parce que déjà, j'ai toujours pris, du côté de Christopher et son père, j'ai toujours pris les responsabilités moi, parce que déjà, il est américain et en plus, c'est pas vraiment quelqu'un sur qui on peut totalement compter pour des choses d'organisation. Okay. Moi, j'ai des grandes capacités organisationnelles, sinon je pourrais pas avoir cette vie. Et donc, voilà, je trouvais toujours une copine à qui c'est-à-dire que tu organisais et tu finançais. Ouais. D'accord. Et après, moi, j'étais contente aussi parce que je l'avais beaucoup. Oui, ça t'allait aussi, ça. Qu'il habite à Londres, etc., ça m'allait. Donc, t'es restée... Je suis vraiment une poule. Il faut que mes os restent bien, bien collés. Je comprends que tu préfères avoir ta fille près de toi si petite plutôt qu'à Londres une semaine sur 2. Enfin, je veux dire, ça se comprend aisément. Et toi, sentimentalement, qu'est-ce que tu te disais? De quoi tu avais envie? C'était le taf avant tout, là, ou tu avais envie de rencontrer quelqu'un d'autre? Il y avait le taf. Alors, c'est là que le bas blesse. Je me suis quand même mariée Je suis restée mariée pendant longtemps avec quelqu'un avec qui je n'ai pas d'enfant. Donc, il y a aussi cet homme-là dans ma vie. Que tu as rencontré après Christopher? Que j'ai rencontré après Christopher. Combien de temps après? 3 ans, je pense. D'accord, ok. Et là, tu rencontres ce nouveau mec? Je rencontre ce nouveau mec qui est vraiment un mec assez stable, avec qui j'ai une super histoire d'amour, qui s'est pas très bien finie, mais qui, et on n'a jamais réussi à avoir d'enfants. Donc là, j'ai fait beaucoup de FIV. Ok. Donc là, il y avait un désir commun. Ouais. On s'est mariés. Mais ça ne fonctionnait pas. Non, ça n'a et pas. Et vous êtes mariés au bout de combien de temps? On s'est mariés au bout de 3 ans. Ouais. Vous avez fait combien de FIV, du coup? J'en ai fait 7. Ah, quand même? Ouais. Et comment les médecins expliquaient ça alors que tu étais tombée enceinte très spontanément? Pas vraiment. Vous avez fait des examens? Parce que lui, après, moi, là, a eu 2 enfants, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça nous a cassé un petit peu. Oui, votre couple n'y a pas survécu, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a eu après une tromperie qui a mis fin, mais parce que je pense qu'il avait besoin de s'essayer ailleurs, quoi. Ouais. Je sais pas. Et ce mariage, alors, a duré combien de temps? On a vécu ensemble pendant 8 ou 10 ans, 8 ans, ouais. Ah ouais, quand même. Ça a été son beau-père adoré pendant très longtemps, ouais. Ok. Et il y avait un truc très... il avait un fils aussi, donc moi j'avais un beau-fils que j'adorais, qui avait le même âge qu'Ève. Enfin, c'était une belle histoire. Mais sans enfant, à la clé... J'imagine que ça t'a éprouvé, ces FIV. C'était comment? C'est très éprouvant. Après, j'avais vraiment un désir d'enfant avec lui et je le faisais, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs d'une violence. Quand tu dis que tu as fait 7 FIV? Ouais, j'ai fait 4 FIV, et 7 transferts. D'accord. Ouais. Avec à chaque fois des productions satisfaisantes? Ouais, hyper satisfaisantes. Ah ouais, donc... Vraiment trop bizarre. Et psychologiquement, toi, t'allais comment? J'allais pas très bien. J'étais bien dans ce couple et dans cette vie, etc. Bizarrement, j'ai eu des périodes de dépression assez fortes dans ces moments-là. J'ai été sous Prozac à ce moment-là. T'as commencé une thérapie à ce moment-là? J'ai commencé une thérapie à ce moment-là, qui m'a fait beaucoup de bien, une thérapie comportementaliste. J'ai fait beaucoup de films, donc c'était une période de succès. Ça a dû quand même compenser. Exactement. J'imagine. Et j'avais une vie plutôt joyeuse et facile parce que cette fois-là, j'étais avec quelqu'un qui avait pas mal d'argent. Ok. Et ça, c'est terrible à dire, mais c'est plutôt agréable. Je n'ai jamais eu ça de ma vie, sinon. Et tu connaissais le succès professionnellement? Ouais, en plus. C'était les années connasses, justement? Ouais. Ok. Ouais. Et j'ai rencontré Héloïse à travers lui, justement. Alors, Héloïse Lang. Héloïse Lang, avec qui j'ai fait Connasse, qui est devenue une de mes
très, 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 très bonnes amies que j'aime d'amour. C'était quoi vos postes? Toi, tu écrivais... On était pareil. Ah, pareil. Tout ensemble. Écriture, réalisation. Tout collé. Donc ça a dû quand même vachement te porter vers la lumière, alors que la vie perso, c'était... Oui, c'est sûr que tous les médicaments, les piqûres, moi, ça avait un impact sur mon moral très fort. Je me souviens d'avoir appelé une fois le gynéco en disant « Mais c'est normal, j'ai envie de tout quitter, j'ai envie de quitter mon mec, j'ai envie de... Ça va pas du tout. J'ai crié sur mes enfants, je crois que j'avais donné une fessée à Ève et je m'en voulais tellement, ou je sais pas quoi, j'avais fait un truc vraiment fou. » Et il m'a dit « Oui, c'est normal, il y en a qui se suicident. Hein. » J'étais là genre « Ah, ok. » Et après, je l'ai mis dans Plan Cœur, je me souviens, parce que j'ai fait faire le processus FIV à un des personnages. J'ai remis toutes les violences auxquelles j'ai eu affaire. Mais moi, vraiment, je suis tombée souvent dans ma vie sur des gynécos d'une grande violence. Et ce gynéco, par exemple, qui t'a accompagné pendant les 3 FIV, ça a été le même tout du long? Non. Ah non, t'as changé, t'as réussi à changer. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai changé de gynéco pendant ma FIV, j'ai changé de gynéco à chaque grossesse. Et vraiment. Donc toi, t'as réussi quand même à dire ça ne me convient pas, je change. Oui. Parce que tu sentais. Non, mais il y a très peu de femmes qui arrivent à le faire. En tout cas, à changer dans ces années-là. À l'époque où la parole n'était pas du tout libérée sur les violences gynéco, obstétricales et tout ça, et sur justement cette place qu'avait le corps médical qu'on portait au nu, alors que il disait des choses inaudibles. Enfin, je veux dire, c'était inaudible. Donc cette histoire avec ce premier mari se termine au bout de 8 ans, 7-8 ans. Parce que lui a rencontré quelqu'un d'autre. En tout, 9-10 ans. Non, il t'a trompé. Il m'a trompé, j'ai pas supporté, moi. Ouais. On peut comprendre. Hein. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec ta fille qui a donc... Ève a 10 ans et après la tromperie, on essaye quand même de se remettre ensemble. Et là, c'est moi qui rencontre quelqu'un d'autre. Donc, je pars avec cette personne. D'accord. Donc, je tombe très amoureuse. Je me dis, c'est fou, c'est tellement tout ce que j'avais pas avec l'autre. Et je tombe enceinte très, très vite. Ah ouais. Au bout de 3 mois. Après 10 ans de FIV. Donc, c'était la bénédiction absolue, quoi. J'étais tellement heureuse de cette grossesse. Et pourtant, avec un mec que tu connaissais depuis 3 mois. Ouais, vraiment pas. Vraiment pas. Et pourtant, à ce moment-là, il y avait la chanson d'Orelsan, faut pas faire un bébé avec quelqu'un que tu connais même pas. Et pendant la grossesse, je me suis dit, en effet, faut peut-être pas. Ah ouais. C'est difficile. C'est passer de amant passionné à enceinte. Tout de suite, ça peut être... Après, c'est une sublime histoire et je suis trop contente de ce qu'il en est advenu et d'avoir Milo. Et il n'y a aucun regret de ma part. Et je me suis même pas posé la question. Ah ouais c'est trop tôt. Sur le moment? Mais je ne me suis pas posé la question. Et lui, il était comment? Il était content, il a eu un petit choc, quoi. Il était déjà papa ou pas? Non. Ok, ah oui, donc c'était son premier enfant. Ouais. Et donc, on peut imaginer le coup de foudre, la relation passionnelle, charnelle, sexuelle. Ouais. Là, plus rien, moi, parce que moi, enceinte, je suis pas du tout chaleureuse. Chaleureuse, c'est joliment dit. Donc toi, t'es enceinte, t'as plus de vie sexuelle? Ouais, enfin, en tout cas, il y a vraiment les mois 3 et 4 de grossesse, je trouve qu'ils sont vraiment durs pour moi psychologiquement. Ok. Ouais, donc cette histoire qui démarrait... Ouais, c'était dur pour lui, je pense. Bon, mais malgré tout, vous étiez content. On tient vraiment bien. Et il est présent, il est hyper mignon. Il s'entend bien avec Ève. Enfin, franchement, c'est une grossesse qui se passe plutôt bien. Après, moi, c'est pas ma passion, la grossesse. J'aime vraiment quand il sort. Ouais. Sortir. Vite sortir. J'aime vraiment. Je suis la plus heureuse. Les jours de mes accouchements, qui ont pourtant été des jours où j'ai à chaque fois failli mourir, ont été les plus beaux jours de ma vie, parce que vraiment la rencontre avec le bébé et le fait... Après, l'allaitement, etc., ça va très bien. La grossesse, je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense qu'après, c'est très hormonal selon les femmes. Et donc, je pense qu'on ne peut pas juger si des femmes sont ultra heureuses d'être enceintes. Ce n'est pas mon cas. Qu'est-ce qui te déplaît? Déjà, moi, tout mon corps me gratte. Ah, te gratte? Ouais. J'ai aucune circulation, donc j'ai les jambes comme ça, les pieds comme ça. Bon, après, c'est pas très grave, mais c'est vrai que je prends 30 kilos à peu près à chaque grossesse. Ok. 33 kilos. Et puis, je trouve notre corps nous appartient pas vraiment. On est tout le temps vérifié, checké, avec ses prises de sang, ces trucs, etc. On nous regarde, Après,
Je parle tout le temps à mon bébé. La dernière grossesse, j'ai nagé tout le temps. J'essaye de faire des trucs qui font du bien et de ne lui donner que des bons aliments. J'essaye de faire que le bébé soit bien, mais c'est vrai que je me plains. Ouais. Ok. Donc, pour l'entourage... Ouais, je suis chiante enceinte. Ok. Je suis difficile à vivre enceinte, ouais. Je pense. Tu changes, quoi. Ton tempérament change. Mon tempérament change. J'ai envie de pleurer. Je suis pas... T'es irritable. Je suis hyper irritable. Et tu te sens pas jolie? Non, pas du tout. Je suis vraiment, objectivement, beaucoup plus moche enceinte. Ok. C'est une autre tête. Et quand je regarde les photos, parfois, j'ai des crises de fou rire. Quelque chose s'éteint. Et c'est trop drôle parce que là, comme j'ai en effet 43, 45 ans, on sait pas trop, je me dis, bon, si tu veux en refaire un, c'est now. Et je regarde des femmes enceintes, je me dis, oh là là, elles sont tellement belles, tellement sublimes, c'est tellement joli, etc. Et après, j'oublie que moi, non. Et tu retournes dans tes albums. Et là, je revois et je me dis, moi, je suis vraiment pas très charmante et pas très sympa. Donc, c'est pas cool pour mon entourage, quoi. Oui, mais bon, s'il y a un bébé au bout de ça, un bébé, un enfant, un adulte. Bah oui. En fait, je me dis, c'est trop drôle parce que j'ai une grande comme, mais je me dis, j'aime trop les bébés, mais c'est vrai que j'adore la suite aussi. Même si c'est compliqué, c'est tout le temps des épreuves, mais j'adore. Et donc, cette deuxième grossesse, tu la vis avec un homme qui est quand même... L'inverse de Christopher, l'inverse de Charles. L'inverse de Charles, donc Charles le premier mari. Très dans une réussite professionnelle, dans un monde très sociable, etc. Lionel est complètement décroissant, hyper écolo. On s'installe à la campagne avec le bébé. Moi, j'étais trop contente. Donc la grossesse se passe bien sur le plan physiologique. Ouais, la grossesse se passe bien sur le plan physiologique. Je n'ai jamais eu de problème pendant la grossesse, diabète ou quoi que ce soit. Je suis juste, à chaque fois, les gynécos me disent, là, ça va pas, le poids, etc. Mais bon, maintenant, ils le disent moins, j'ai l'impression. Et donc, l'idée, c'était de tenter un accouchement par voie basse. Donc, la première fois, j'ai eu une hémorragie sous la cicatrice et un petit œdème. Ok. Et qu'après, il fallait que je presse pour faire sortir le sang, un truc dégueu. Et là, comme il était très gros, je fais des très gros bébés, et je leur fais beaucoup d'eau, etc. Il dit, non, mais là, on va pas y arriver. J'ai eu un deuxième avis et il m'a dit non, mais moi non plus, je prendrais pas le risque. T'avais ton premier accouchement, donc ta première césarienne datait de 13 ans auparavant, 12 ans, ouais. 12 ans auparavant. Ouais, 11 ans, 12 ans. Donc, on aurait pu il n'a pas du tout voulu partir là-dessus. Ok, donc là, c'était une césarienne programmée. Césarienne programmée, donc déjà, je détestais parce que, déjà, il me dit choisissez la date, je dis là, non. Et j'aimais pas trop l'idée de choisir sa date de naissance, parce que bon, même si je suis pas non plus astro à fond, j'ai quand même vraiment cette tendance, je suis quand même assez connectée avec tout ce qui se passe, quoi. Je suis un peu superstitieuse, quoi. Donc, j'aimais pas trop l'idée, mais bon, je lui dis, si c'est vous qui choisissez, ne me le dites pas. C'est un peu comme si c'était... voilà, j'aime pas trop l'idée d'aller chercher le bébé alors qu'il est pas forcément content, quoi. Mais bon, il y a une petite excitation quand même, parce que le week-end d'avant, tu sais que le lundi, tu rencontres ton bébé. Ouais. Donc, c'est un peu... Bon, je me dis, OK, c'est la vie. Donc, je vais accoucher à l'hôpital. Et en fait, l'accouchement se passe visiblement sans encombre. Le bébé sort, il est hyper en forme. Moi, je suis très fatiguée. Je m'évanouis la première nuit. Donc, j'appuie sur le bouton, là. Donc, je tombe en allant faire pipi. Et le lendemain, ma mère vient me voir. Elle me dit, ce n'est pas normal, ton visage. Pas parce que j'étais chum comme pendant la grossesse, mais parce que j'étais très, 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 très blanche. Elle me dit, t'es un linge. Je ne t'ai jamais vue comme ça. T'es jamais... Et le docteur dit non, mais ça s'est très bien passé, j'ai tout très bien fait, etc. Donc, la journée se passe et on fait les petits tests. Et puis là, tout d'un coup, on fait le deuxième test, troisième test. Quel test ? Des prises de sang de globules blancs, je crois, un truc comme ça. Et à 17h, une armada rentre dans la chambre et m'emmène. Elle dit là, c'est pas normal, il y a une hémorragie interne. Hémorragie interne. Ouais. Donc, retour au bloc. Donc, retour au bloc direct. Donc, on me met dans un scanner et voit que c'est la cata. Donc là, on m'emmène d'urgence. Donc ma mère fait, je pense, traverse Paris en brûlant tous les feux. Donc c'est toujours ma mère. Donc Lionel appelle ma mère, qui lui dit, elle est partie au bloc d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe, etc. Donc l'enfer. Et je suis réopérée. Il se trouve que j'avais donc une hémorragie interne, qu'on m'a transfusé 4 litres de sang et que j'ai vraiment failli mourir. Donc je vais en réa. Ok.
Et donc là, je me souviendrai toute ma vie, je me réveille en réa et je vois un arbre comme ça devant mon truc et je me dis, je ne peux pas respirer parce que quand on est intubé, en fait, on ne peut pas respirer soi-même. Donc on a l'impression qu'on meurt. Eh oui. Plein de gens ont vécu ça en se réveillant. Et je suis seule dans cette énorme pièce, etc. Et je suis là, genre... J'ai vraiment l'impression que je vais mourir. Et je me dis, je ne reverrai plus jamais mon enfant. Et je ne pense qu'à ça. Je ne reverrai plus jamais mes enfants. Je ne reverrai plus jamais ce bébé, ni Ève, etc. Et je ne pense qu'à ça. Et je tape comme une malade. Et la fille arrive, elle me dit, ce n'est rien. Vous avez cette impression, mais tout va bien. C'est parce que vous êtes intubé, etc. Donc bref, je me réveille doucement, mais je suis dans un état intubé de partout. Je crois que c'est assez impressionnant. Seulement ma mère et Lionel peuvent venir 5 minutes. Et je supplie pour un tire-lait pour tirer mon colostrum, parce que j'étais obsédée, moi, de ça. D'allaiter tes enfants, ouais. quoi. Ouais. T'avais tellement kiffé la première fois. Ouais, mais je suis dans un état où vraiment, ils sont là. Déjà, on m'a mis énormément de morphine. Enfin, tout est bizarre, quoi. Oui. Mais bon, ils le font quand même. Je crois qu'ils arrivent à... Voilà, on arrive à sortir un tout petit peu de colostrum. Et j'ai passé 2 jours où j'ai pas vu Milo. Ah là là. Ils n'ont pas pu te l'amener en réa? Non. Donc, il a été nourri avec ton colostrum. Ouais. Et voilà. Et après, l'allaitement s'est hyper bien passé. Ça a duré hyper longtemps. D'ailleurs, il a été très difficile à passer au biberon, lui. D'accord. Donc, au bout de ces 2 jours de peut-être réa... 1 jour et demi. Enfin, ça m'a paru hyper long, mais c'était pas non plus... En tout cas, le problème hémorragique était réglé? Ouais, ils avaient tout recousu. En fait, ils ont tout réouvert, les 3 couches, là, je crois, et puis tout recousu. Je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, mais en tout cas, il y a eu extrême souffrance. Enfin, ils disent que j'ai vraiment failli mourir. Et puis après, je me suis dit, OK, j'ai eu donc tous ces gens qui m'ont donné leur sang, toutes ces transfusions. Et j'ai eu l'impression que ça m'avait changé. Donc, mais après, je pense que moi, c'est la maternité qui, à chaque fois, me change énormément. Mais j'ai eu l'impression que j'étais devenue vraiment plus douce. C'était du sang de personnes bizarre. Très douces. Ouais, j'ai accueilli. Pareil, tu vois. Toujours ce truc de famille. J'ai fait famille avec ces donneurs de sang. Donc, merci les gens qui donnent leur sang. Et je me suis sentie shift avec ce bébé. Et j'étais en folie sur Mais sur ça Milo, allait comment, folie. Physiquement? Franchement, ça allait assez Ça vite. allait? Ouais. T'es restée un peu à l'hôpital, là, en hospitalisation? Ouais, je suis restée quand même 10 jours. Hein. Ouais. Mais après, t'es rentrée chez toi? Je suis rentrée chez ma mère. Chez maman? Bah, bien sûr. Pourquoi changer une tradition? De toute façon, c'est son seul rêve, maman, que quand on a nos bébés, c'est son seul rêve, c'est qu'on vienne habiter au moins 1 mois chez elle. Ok. Et ça convenait à ton mec? Non, alors lui, il n'a pas vraiment bien vécu, pour le coup, Lionel. Parce qu'il s'est senti... Donc, on n'est pas resté longtemps. Tu le comprends ou pas? Ouais, je le comprends. Mais il m'en a souvent parlé. Il l'a vraiment mal vécu. Et je crois que le mec de Clémence l'a mal vécu une fois aussi. Ah, parce que ta sœur a fait pareil. Ouais. Ouais. C'est complètement... C'est traditionnel. Et ma mère l'avait fait chez sa mère, je pense. Ouais, ok. Parce qu'elle dit... En fait, c'est le concept de la doula. Moi, j'étais très amie avec une doula à Londres pendant que j'étais enceinte d'Ève. Et elle me disait, en fait, quand un enfant naît, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper de la mère. Et malheureusement, ce n'est pas souvent le père. Et c'est vrai que, ta mère... il n'y a pas mieux. Bien sûr. Et tu sentais que Lionel, il était prêt à prendre cette place-là, justement, en postpartum? Franchement, c'est quelqu'un d'assez présent. Ouais. Oui. Donc toi, t'étais tiraillée entre ta mère et ton mec. Oui. Ouais. Donc tu as écourté le séjour? J'ai écourté le séjour et je suis rentrée chez moi. Bon, d'accord. Il a fallu rentrer. Il a fallu rentrer. Et alors, avec ce petit garçon... et Milo, ce petit garçon était à tomber par terre, mais en des zinzins. Et Ève, donc qui devenait grande sœur à l'adolescence. Exactement, donc folie, un peu comme moi avec Clémence, mais qui a été une petite maman, quoi. Et c'est ça. Extraordinaire. Elle devait être extraordinaire. En transe de joie. En transe. Et donc Milo, trop mignon. Quand il a eu 1 mois et demi, 2 mois, je pense, j'ai perdu ma grand-mère. Donc pour moi, ça a été un énorme choc. Mais elle l'a connue. Elle l'a vue, ouais. Et c'était les seuls moments où un peu elle se réveillait, etc. Parce qu'elle, franchement, elle a décidé de partir. C'était pas une mort terrible. Elle avait quand même 98, je crois. Ah oui, c'est beau. Voilà, tout d'un coup, elle a dit, c'est bon, là, j'arrête de manger, j'arrête de boire. Donc, on a vraiment vu le truc arriver. Mais voilà, ça a été pour moi hyper bouleversant. Et au bout de 4 mois, Milo se réveillait vraiment toutes les 5 minutes, la nuit. C'était vraiment dur. Et je le mettais tout le temps au sein. Enfin, j'avais vraiment
plus de... Donc ça coïncidait avec Et en fait, on a fait appel à à une femme qu'on m'avait conseillée. Ouais. Et elle est venue, elle m'a dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dont vous ne lui avez pas parlé? Et je lui dis, bah non. Elle me dit, il n'y a pas eu un deuil ou... Je dis, ah bah si, il y a ma grand-mère, etc. Et là, Milo, qui avait 4 mois, se retourne sur le ventre et vomit. Ok. Elle me dit, bah vous lui avez pas dit? Alors qu'il l'a vu plein de fois et que vous avez été bouleversée, vous lui avez pas dit. Et tu lui avais pas dit. Donc je lui ai dit. Ok. Et bon, ça n'a pas tout de suite marché, mais en tout cas, elle a mis au point un truc qui a commencé à marcher. Je me souviens plus de ce qui a vraiment marché. Ok. Et donc tu allaitais toujours Milo? J'ai allaité Milo 6 mois, donc un peu moins qu'Ève. J'ai allaité 13 mois, je crois. Et comment tu faisais avec Pas le tout le taf? temps. Parce que là, à ce moment-là, t'en étais où professionnellement? Donc tu Milo, habitais à la campagne? J'ai tourné Plan-Cœur enceinte jusqu'à 9 mois. Ok. Je me souviens que je suis partie du montage en disant, bon bah là, j'accouche lundi, donc vous n'allez pas me voir pendant un petit temps. Et c'était comment de vivre cette expérience de taf, de réaliser? C'était assez génial. J'étais pas du tout fatiguée. Et ma mère est venue me voir. J'adore parce qu'à chaque fois, elle revient. La madrée n'est jamais loin. Elle me dit, c'est quand même... J'avais déjà fait 3 ou 4 longs métrages quand j'ai fait Plan-Cœur. Elle me dit, là, je me suis rendu compte de la force d'un truc tellement fou en te voyant avec ton ventre, mais énormissime. Moi, on dirait que j'ai des jumeaux à chaque fois que je suis enceinte. Hein. Avec cette équipe énorme dans Paris, sur un truc américain. Netflix, on connaissait pas trop. Ouais, il y avait des Américains tout le temps qui étaient là, qui vérifiaient tout, etc. Elle me dit, je me suis dit, wow, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Elle s'est dit, c'est ma fille. Quelle classe. Bravo. Tout ça enceinte de 9 mois, franchement. Ouais. En tout cas, t'as tenu jusqu'au terme. Et donc, bisous, je vais accoucher lundi. On se revoit en montage. Oui, alors après, le montage, je me souviens que après, c'était très drôle. J'ai fait beaucoup de post-synchro avec Milo au sein. Après, je l'emmenais partout. J'ai des photos de Milo dans tous les studios parisiens de post-production. Ouais. Il C'était dormait, ton porte-clés. J'étais avec lui tout le temps. Et c'était comment de redevenir mère, là, 12 ans après Toujours la aussi première? génial, franchement, Milo. J'ai pas fait du tout de dépression. Après, je le fais surtout quand l'allaitement s'arrête, moi. Je sais pas. Ouais. Je pense que l'allaitement, c'est vrai que ça nous donne encore un peu de rab. De rab. J'ai adoré cette nouvelle maternité. J'étais en folie sur mon bébé, collée. Je les porte en écharpe, moi, pendant 1000 ans, comme si c'était encore dans le ventre. Donc voilà. Mais je préfère la partie dans le ventre sortie que dans le ventre rentré, je crois. Ok, on a bien compris. Et alors, cette histoire avec Lionel, qui avait donc démarré quasiment avec la grossesse, une fois que Milo était là et que vous êtes retrouvés, du coup... en couple, hors grossesse. On était très différents, c'était plus compliqué. Ouais. C'était une histoire où il y avait pas mal d'éclats. Contrairement à Christopher, où ça s'est vraiment fini comme un délitement mou. Ouais. Là, c'est parti un peu plus en clash. Et pendant le confinement, donc Milo avait 2 ans, je pense. J'étais à la campagne et Lionel était allé se confiner chez un copain à Paris. Il m'a dit, je peux plus, en fait. D'accord. Ok. Donc, cette histoire s'est terminée à la suite du confinement? Ouais. Ok. Donc, au bout de quoi? 2-3 ans? 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. Ouais, en fait, vous n'avez jamais réussi à vous reconnecter en tant que couple. Non. C'est comme si ce shift qui a dû être opéré par cette deuxième maternité, etc., m'avait trop changé et que j'avais du mal avec tout ce qui m'avait attiré chez lui. Mais c'est vraiment hyper injuste de toute façon, l'amour, parce que souvent, ce qui nous attire chez quelqu'un, c'est ce qui nous énerve après. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué ça, mais moi, vraiment, j'ai remarqué ça. C'est-à-dire que Christopher, ce qui m'intéresse, c'est qu'il était ultra rock'n'roll et libre et genre un peu rebelle, etc. Et quand je suis tombée enceinte, ce que je pouvais plus supporter... Et c'est vrai puis nous, que on change, donc on n'a plus envie. On se rendait pas très heureux, en fait. Ouais. Donc, c'était mieux de se séparer, je pense. Après, c'était dur pour moi parce que c'était vraiment un deuxième échec. Et je me suis dit, plus jamais je me mets avec un homme. J'étais la plus heureuse du monde avec mes 2 enfants, là. Je voulais être seule. Ok. Donc, comment vous êtes organisés, là? Parce que, du coup, là, Milo avait 3 ans? 2 ans? 2 ans et demi. Bon, pendant le confinement, je l'ai beaucoup. Et Lionel vient de temps en temps, un jour ou 2, parce qu'on avait le droit quand même de bouger quand on avait famille recomposée, séparée.
Christopher vient aussi un petit peu à la campagne. Moi, je vis avec ma fille et Milo et je suis hyper heureuse. Et donc, voilà. tu sors de là, tu te dis, les hommes, c'est terminé. Ouais. J'arrête le couple, le concept du couple. Exactement. Je me dis, je suis nulle en couple. Je ne sais pas rendre les mecs heureux. Je ne suis pas spécialement heureuse moi-même en couple. Je me dis, c'est fini. Je reste seule avec mes 2 enfants, bien tranquille. Mais j'avais un truc, c'est que moi, j'ai toujours été en couple. Je m'étais jamais amusée avec les mecs. Je me dis, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, j'ai une carrière qui marche bien et je me dis, je vais me mettre sur les sites de rencontres. Et mon seul but, c'était de coucher le premier soir pour la première fois de ma vie. J'avais jamais couché le premier soir. Ok. C'est un projet à 38 ans qui se tient. Je me dis, attends, mais je n'ai jamais été cette fille un peu cool qui se laisse aller avec son corps, quoi. Ouais. Donc, c'était le moment. 38 ans. Parce que c'est ça qui est trop bizarre, c'est d'avoir 3 enfants avec 3 pères, mais d'être tellement que dans des relations hyper sérieuses, en fait, toute ma vie. Donc, tu avais besoin de cette... Donc, je me dis ça. Cette période. Je me mets sur un site de rencontre et je commence à parler à 2-3 personnes. Mais très vite, moi, c'est très dur parce qu'en plus, à l'écrit... Je touche ma bille. Bien sûr, il faut du répondant. Il faut du répondant, donc pas trop de fautes d'orthographe. Ouais, ou alors pas du ma belle, ma princesse. Vraiment tout de suite m'énerver. Vas-y, les trucs rédhibitoires à l'écrit sur les applis de rencontre. Tu boudes Je peux vraiment... Ok, je suis d'accord avec toi. Autre chose ma belle, ma princesse. La miss. Après, j'aime la miss. Tu boudes la miss, je crois que j'ai eu. Niveau faute d'orthographe, c'est quoi ta tolérance? Ça peut vraiment me faire très mal, moi, mais c'est pas bien parce que franchement, c'est du snobisme. Donc, j'essaye de passer outre les fautes d'orthographe et les fautes de... Voilà, parce que des humains géniaux peuvent avoir des problèmes de dysorthographie, donc il faut vraiment arrêter avec ça. Et alors, à l'inverse, qu'est-ce qui pouvait te... L'humour, en fait, c'est surtout... c'est quand même mon mode de pensée, moi, principal. Ouais. Et donc, je commence à parler avec un gars et je me dis, OK, c'est lui, ça va être le premier avec qui j'ai couché le premier soir. Parce que ce gars... Il a de la répartie. Ouais, il est drôle. Il me séduit. On s'était déjà rencontrés une fois. Il a un vague souvenir de moi quand j'étais stagiaire. Je me dis, il coche des cases. Après, bien sûr, il y a des voitures qui me gênent. Genre, il est en photo avec une voiture. Enfin, bon. Non, mais parce que il était en photo avec la mauvaise voiture. Ouais, les mecs avec des voitures, je suis là genre... Donc là, toi, tu fais l'impasse sur les bagnoles de luxe. Ouais, et je sais plus quoi d'autre. Et tu laisses sa chance... à cet homme. Et tu te dis, lui, ça va être un cobaye parfait pour coucher le premier soir. Ouais, parce qu'il me faisait pas peur aussi. Moi, je suis un peu peureuse. Enfin, forcément, quelqu'un qui... Moi, je suis la génération aussi où on a fait très attention parce qu'on était la génération où le sida était extrêmement fort et il l'est encore, mais voilà, c'était hyper angoissant pour nous. Et du coup, moi, j'ai couché très tard la première fois avec un garçon. C'était très important, on faisait très attention, on utilisait vraiment toujours un préservatif, etc. Et donc, du coup, ce truc de liberté de coucher le premier soir de 68 heures, voilà, je ne l'avais jamais fait. Donc, je me dis, je vais y aller et je me motive, quoi, vraiment. En plus, c'était un semi-confinement. C'est-à-dire qu'on avait le droit d'aller chez les gens, mais on n'avait pas le droit d'aller au resto et tout. Donc, je vais chez lui, quand même, direct. On avait beaucoup parlé pendant genre 2 semaines. D'accord, ouais. Donc tu savais à peu près à qui t'attendre. Et puis vous aviez un réseau un peu commun. On avait une fille qu'on connaissait en commun, ouais. Ok. Et voilà, et j'arrive et je me dis qu'il est hyper beau et en fait on a un coup de foudre le premier soir. Mais vraiment un coup de foudre. Donc en effet, il se passe ce que j'avais décidé. Donc tu couches le premier soir. Je couche le premier soir avec Boris, qui est aujourd'hui mon mari. Putain, mais ça aurait été de courte durée, quoi. Je n'ai pas vu une seule autre personne d'appli. Ma liberté a été très courte. C'est ouf, quand même. Non, mais franchement... Pourtant, t'étais vraiment conditionnée. J'étais motive. J'étais là, genre, en fait, je suis trop bien, moi, seule avec mes enfants, c'est ma vie. Je suis trop bien dans ma vie, tout va bien, etc. Je n'ai pas besoin d'un homme. Et bam, je tombe hyper amoureuse. Et c'est aujourd'hui celui qui partage encore ta vie et avec qui tu t'es mariée. Exactement. C'est ton 2e mari et le père de ton 3e enfant. Donc Boris, il a balayé tous tes... Au moins, j'ai fait mon truc, mon fantasme. Oui, enfin bon, d'accord. Enfin, coucher le premier soir avec son mari, pardon, mais ça compte pas, Noémie. Bon. Ah non, j'ai pas joué, j'ai pas profité de ce truc. Bon, à la fois, Boris, quoi. Ouais. Donc Boris, là,
il pète Il tout mon truc. Donc, tout le bien sûr, projet. je m'enlève immédiatement de toutes les applis de rencontre. Et on C'est quoi tombe son profil hyper amoureux. à l'époque? Donc ça, c'était il y a quoi, 4-5 ans? Ouais. Il a déjà été marié, il a déjà des enfants? Non, il n'a pas d'enfants, mais il a eu beaucoup d'histoires longues. Il n'a pas encore d'enfants. Il a 47 ans, je pense. Mais il a envie de fonder une famille, vraiment très envie. Et il est, je sais pas, il me fait beaucoup rire. On partage tout. Il est créatif, joyeux. Et il m'introduit aussi au bouddhisme. Parce que c'est bouddhiste. Ok. Je deviens bouddhiste. Ça part vraiment très fort, très vite. On tombe hyper amoureux. Et je suis tombée enceinte assez vite. Hein. Combien de temps après la rencontre? Je dirais 5 mois. Ah ouais, incroyable. Deuxième fois, quoi. Après, on le rappelle, quand même 10 ans de FIV avec... Ouais, comme quoi... Oh là là, c'est fou. Et donc, cette grossesse, c'était voulu, c'était surprise, c'était arrivé surprise, plus tôt que prévu? Mais... Vous en aviez parlé? Ouais, on en avait parlé, et puis c'est arrivé un peu plus tôt que prévu, oui. En tout cas, quand on a commencé à le savoir, on était en février, et on avait décidé qu'on se donnait peut-être 1 an, mais c'était pas... Voilà. De toute façon, je veux dire, à un moment, plus tu grandis après, je sais pas. Plus tu sais quand la personne est un peu la bonne personne. Enfin, je crois, mais bon, je ne suis pas un bon exemple pour ça. Non, mais tu as raison quand même. Je pense que plus on vieillit, plus en tout cas on affine on se connaît mieux en fait. A priori. Bon, en tout cas, donc au bout de 5 mois de relation avec Boris, après donc t'être converti au bouddhisme, c'est arrivé après? Ouais, après converti, oui, c'est pas une religion où il y a un gourou, un dieu, etc. Tout le monde est Bouddha, donc tu rencontres ton état de Bouddha et tu sais qu'il existe chez les autres et qu'il suffit de le révéler, en gros. Okay. Mais c'est quand même un bouddhisme qui est assez qu'on pratique qui est tous les jours. Raconte, c'est comment cette religion? Toi, tu étais religieuse par ailleurs? Mais j'étais croyante, spirituelle. Ouais. J'ai plutôt été élevée dans la religion catholique que j'aime beaucoup, mais à laquelle j'arrivais pas à m'attacher au point d'aller à l'église, etc. Parce que j'ai du mal avec les textes qui ne bougent pas. Ok. Et aussi, j'ai du mal avec l'idée que l'entité en laquelle je dois croire est à l'extérieur de moi ou des gens que j'aime. Là, l'entité, l'état de Bouddha, elle est à l'intérieur de moi. Okay. C'est pour révéler cet état-là qu'on répète une phrase qui est Nam-myoho Renge-kyo. Comment? Nam-myoho Renge-kyo, comme un mantra, pendant une demi-heure matin, une demi-heure le soir. Et tu révèles, et tu sais que ta journée va être différente, que tu as révélé cet état-là qui fait que... tu pratiques pour la paix dans le monde et le bonheur de tous les êtres vivants, dont le tien. Parce que le tien va révéler celui de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si tu arrives et que tu es grincheux et que tu es de mauvaise humeur et que tu as envie de tout casser, tu vas pas révéler le petit Bouddha gentil chez les autres. Tandis que si tu arrives et que tu es de bonne humeur et que tu as envie de révéler le meilleur des gens et que tu as envie de leur donner de l'amour, tu vas révéler. Et le but, c'est quand même la paix dans le monde pour que, voilà, petit à petit, ça rayonne et que ça se partage. Donc voilà. Et donc cette phrase, ce mantra, tu lui consacres une demi-heure le matin, une demi-heure le soir? A priori, oui, mais tous parfois les une heure... jours? Ouais. C'est quelque chose qui a quand même pas mal changé ma vie. Ah bah tu c'est un des shifts. Mais bien sûr. Cette pratique. Ouais, elle t'aide. Tu mets... En fait, il y a je pratique pour la paix dans le monde et le bonheur de tous les êtres vivants, mais tu pratiques aussi pour tes souhaits. Donc c'est toujours bien sûr santé, bonheur de mes enfants, etc. en premier, mais il y a parfois et aussi je veux que toucher le cœur des gens avec ce film, un peu tu fais un vœu quand tu souffles tes bougies, mais une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai dit je veux que mes enfants soient heureux et en bonne santé, je peux pas leur hurler dessus avant qu'ils aillent à l'école, puisque j'ai envie qu'ils soient... Je viens de dire ça. Ou une fois que j'ai dit je veux la paix dans le monde et le bonheur de tous les êtres vivants, je vais pas aller gueuler sur mon voisin. Oui, ça te conditionne. Ça te conditionne. Et en fait, ta journée change. Ok. Hyper intéressant. En tout cas, mais toi, t'as vu vraiment la différence. J'ai vu vraiment la différence quand j'ai commencé à vraiment le faire, aussi à lire les textes. Après, il y a plein de femmes et d'hommes qui arrivent très bien à ça, qui l'ont en eux. Ouais. Mais je me rends compte d'ailleurs, parce que ma mère, par exemple, a un peu cette philosophie en elle.
Sans pratiquer le bouddhisme du tout. C'est un peu de la pensée magique. Est-ce que tu as pratiqué pendant toute cette 3e grossesse ? Ouais, j'ai pratiqué pendant cette 3e grossesse et c'est vrai qu'elle était assez agréable, même si les mois 3 et 4, j'étais infâme. Ok. Mais le reste, j'ai bien aimé la fin de ma grossesse, etc. Et en plus, là, j'avais un génial obstétricien. J'étais à Necker parce que j'avais tellement peur la première fois. Oui. La deuxième fois. Que là, je suis allée directement à Necker. J'ai repris un obstétricien qu'on m'avait beaucoup conseillé. Je pense que ça compte quand même. Il faut vraiment demander aux copines. Bien sûr. Ce qu'elles ont vécu. Et j'avais pas tellement peur, alors que pour le coup, autour de moi, les gens avaient peur. Parce qu'en plus, entre-temps, j'ai fait 1 ou 2 crises d'épilepsie. Ok. Et donc, j'avais un médicament pour l'épilepsie qui faisait très peur pour la grossesse. Enfin, il y a eu plein de choses qui entraient en compte et qui nous faisaient un petit peu peur. Et en fait, l'accouchement s'est hyper bien passé. Donc, 3e césarienne. Programmée. Boris au taquet. Au taquet de chez taquet, hyper mignon, hyper au point sur tous les... Pour le coup, Boris est docteur, il considère qu'il est vraiment médecin, il est obsédé par le Vidal, les maladies, Ok, voilà, il n'est pas diplômé, on est d'accord. Il n'est pas du tout diplômé, ils m'ont dit tout le temps, genre, t'as appelé Boris, parce que genre, si quelqu'un a quelque chose dans la famille, il appelle Boris presque pour savoir quoi se mettre sur l'œil, quoi. Ok. Il est un peu hypocondriaque ou pas ? Il dit non. Parce qu'en général, les gens qui sont hyper calés sur les médicaments, il dit qu'il est nosophobe. Ça veut dire la peur de la maladie. Nosophobe. Ok. Ah oui, donc il se prémunit, enfin en tout cas, il s'informe. Exactement. Donc il sait tout sur les médicaments. Donc là, sur la grossesse, il était très au point. Il avait l'appli avec le chou-fleur, tous les aliments pour dire la taille du bébé, etc. Il savait exactement où il en était, où il fallait qu'il en soit. À chaque fois, il redemandait si vraiment tout allait hyper bien, que c'était sûr. Et tout. Oui, il t'accompagnait à tous les rendez-vous. Très présent. Mais comme Lionel était très présent aussi aux rendez-vous. Mais c'était pas rien d'avoir toi ton 3e enfant et lui son premier. Lui son premier et surtout lui qui n'a pas de frères et sœurs, qui est fils unique. Donc il avait pas de notion de ce que c'est qu'un enfant. Incroyable. Il n'avait jamais tenu un bébé dans ses bras. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il s'est retrouvé à 47 ans avec... Il est passé de célibataire assez fêtard, qui a bien roulé sa bosse, à père de son fils, plus une adolescente de 14 ans dont il est le beau-père, et un petit garçon de 7 ans dont il est le beau-père aussi. Waouh. Oui, c'était un changement radical. Mais radical. Il est passé du scooter à la familiale, quoi. C'est ça. Sans transition. Et ça lui a convenu, de toute évidence. Il était prêt. Il avait hyper envie de ça. Après, c'est un travail de chaque instant. De toute façon, faire famille, que ce soit une famille, papa, maman, les enfants, moi, ce que j'aurais adoré avoir et que je n'ai jamais réussi à créer, ou que ce soit une famille comme la mienne, c'est-à-dire papa au pluriel, maman et les enfants, c'est difficile de faire famille et de rester calme. Donc oui, c'est un travail. Ça a été un travail pour Boris qui est assez maniaque, de vivre avec moi, qui suis assez bordélique, et ma fille, ado, qui est ado. Ado bordélique. Je sais pas si ado, c'est bordélique, c'est sale, c'est bordélique. Comment elle a accueilli ça a pas envie de faire des tâches ménagères. Non. Elle l'a hyper bien accueilli au début et après, elle a été très dure. Et Milo ? Bien, franchement cool. Ouais. Vous saviez que de temps en temps, ça le saoule. De toute façon, un beau-père, c'est spécifique parce que en même temps, il a, pendant que les enfants sont à la maison, le rôle du père social. Donc, on va dîner ensemble, faire toutes les activités ensemble, etc. Parfois, il les amène à l'école. Les 2 garçons, ils sont dans la même école et ils les emmènent. Bon. Mais ça reste que c'est pas un père. Donc, c'est pas ses enfants. Voilà, donc tu as le droit de certaines choses, d'être sympa, d'être cool et de faire des week-ends sympas et de faire des activités, mais tu n'as pas le droit de gueuler. Ou en tout cas, c'est tout de suite, moi, j'ai envie de lui dire non. Ah ouais. Ouais. Je trouve ça très dur quand s'il est sévère ou si... Voilà, ou s'il recadre. Ouais. Il le fait avec son fils exactement pareil. Et ça me choque moins. Et alors, comment il a trouvé sa place et comment ça se passe aujourd'hui en termes d'organisation ? Alors, aujourd'hui, en termes d'organisation, on a 2 enfants qui sont tout le temps là, donc Ève et Vadim. Okay. Donc, l'enfant que j'ai avec Boris, forcément. Ouais. Et Ève, qui va pas très souvent chez son père, qui a pas vraiment un appart parfait pour l'accueillir, mais souvent, elle va dîner avec lui. Maintenant, il habite à Paris, et donc voilà. Et elle a une vraie relation avec son papa. Ouais, elle s'entend hyper bien avec lui. Lui, il adore. C'est la personne qu'il aime dans ce monde, je pense. Ok. Et est-ce que lui vient chez vous de temps en temps ? Ouais, franchement, on s'entend hyper bien.
Et puis, je suis trop fière de lui qu'il ait arrêté de boire. Et il est toujours venu avec moi aux réunions de parents d'élèves, même s'il ne comprend pas un mot de français. Et Christopher, t'arrives à ne pas lui en vouloir de rien. J'ai l'impression que t'as aucune rancœur. Alors, c'est peut-être le petit Bouddha intérieur, mais... Non, mais j'ai pas de rancœur parce que je pense que j'ai moi-même trouvé ma place dans ce couple à un moment. Et puis après, j'étais que concentrée sur mon bébé. J'étais pas forcément folle amoureuse de lui non plus, d'accord. au moment où il était pas là, etc. C'est difficile pour un mec, je pense, parce que je suis quand même assez indépendante. C'est vrai que je gagne ma vie, je peux m'occuper de mes enfants seule, je peux gérer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je gère principalement toute l'organisation, voilà. Et j'ai beaucoup d'amis, j'ai une grande famille, je suis très entourée. Oui, presque, tu n'aurais pas besoin des hommes. Je n'ai pas besoin, c'est pour ça que quand on s'est fait des petits discours au mariage, et je disais à Boris, en fait, il faut vraiment que je t'aime. Ouais. Parce qu'en vrai... Parce que c'est pas comme si... Mais après, je pense pas qu'aucune femme ait besoin d'un homme, vraiment, mais c'est vrai que Non, mais besoin d'être deux, en fait. Ouais. C'est pas forcément... Je vis bien ma vie aussi seule. Donc, vous êtes mariés. Ouais. Vadim avait quel âge ? Vadim avait 3 ans, c'était l'année dernière. L'année dernière, t'as eu envie d'y retourner. Après... De revivre un engagement comme ça. Je vais te dire pourquoi pas pour moi, mais pour que mes enfants, qui ont quand même vécu des familles, voilà, pour montrer une sorte de quelque chose de pérenne un peu. Ouais. C'est un peu mon côté tradi, quoi. Genre, je me suis dit, là, ça va faire famille. Toujours cette obsession de... j'aime bien l'idée d'encadrer tout ça. On a vu des psys familiales pour être sûr que tout le monde avait bien sa place, pour montrer comment on parle aux enfants de tout ça, etc. Moi, je dis toujours... par exemple, Milo, franchement, m'a posé beaucoup de questions sur la séparation avec son père. Il en a posé beaucoup à son père. On en parle beaucoup avec Lionel de la manière dont on peut lui en parler. C'est sûr que... Ève ne s'est jamais posé de questions sur ça. Oui, c'était clair. Ouais, et puis je pense qu'elle nous a jamais vraiment vus ensemble. Donc, mais lui, il m'en a parlé quand même, et je lui disais, mais en fait, ni papa ni moi, on était forcément bien dans notre couple. Mais en revanche, on était tellement heureux de t'avoir, et c'est génial. Bon, tout ce qu'on dit aux enfants. Mais je dis aussi, en fait, t'as de la chance parce que ça t'a rajouté un petit frère, t'as rajouté un beau-père, t'as aussi la mère de Boris, un peu comme grand-mère par alliance. Et regarde, toi, du coup, t'as plus de... Voilà. Oui, donc c'est ma manière de lui montrer toutes les valeurs ajoutées. Bien sûr que c'est pas un truc dont je suis fière d'avoir 3 enfants avec 3 pères. C'est pour ça que j'ai mis longtemps à faire ce podcast aussi. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur des réactions que ça peut procurer, parce que je sais que ça fait un peu, ok, la meuf est insupportable, et en plus, c'est genre, vraiment, elle se reproduit, c'est une, comment ça s'appelle, l'araignée horrible là, qui tue les maris après. Ah oui. Ouais, ça fait un peu la menthe veuve religieuse. Noire. Ouais. Non, c'est pas ça ? Ouais, ou menthe religieuse, je sais plus laquelle c'est, mais en tout cas, elle fait le bébé, après elle prend les œufs et... Elle se casse. Ouais. T'as eu justement des expériences de jugement par d'autres ? Oui, bien sûr. Je sens que c'est un truc où si je dis je me suis disputée, par exemple, on me dit non. Encore comme ça. Genre, ton entourage a peur maintenant. Ouais, genre attendez les gars, on peut se disputer quand même. Ça va, je sais me remettre en question et que ça change, etc. Mais c'est pas une situation. D'ailleurs, on les connaît, les femmes qui ont Lio, je crois. Lio, ouais. Je les connais, les autres qui ont ça. Et quand on me dit, même j'ai 2 enfants avec de mari, je suis là, génial et tout. Genre, tu te sens connectée à ces femmes-là. Et donc, c'est pour ça aussi que tout d'un coup, je t'ai dit ça. C'est parce que Milo est revenu. Il m'a dit, tu sais, c'est pas vraiment tout à fait normal d'avoir 3 femmes et 3 maris. Et je lui dis, oui, c'est pas tout à fait normal, mais c'est sympa. Et puis, c'est ma vie. Et je suis tellement heureuse de ces 3 enfants et de ces 3 ex aussi, qui sont hyper différents et qui m'apportent tellement de niveau d'acceptation. C'est-à-dire que être en couple et prendre des décisions sur un enfant, c'est déjà pas facile. Déjà, je le vois avec mon couple avec Boris, on prend une décision sur Vadim, c'est pas facile de savoir comment on éduque et comment on est exactement d'accord sur l'éducation. Mais avec ton ex, avec qui ça n'a pas forcément toujours été facile, etc. Alors là, c'est carrément... tu dois... Enfin, ça va avec le bouddhisme que je pratique, c'est-à-dire que tu dois aller chercher chez toi et chez l'autre ce qui relie les cœurs. Bien sûr. Tu dois revenir tout le temps. Tu dois épurer, en fait, de tout ce qui est parasite. Exactement. Et donc, c'est très beau. C'est des relations très belles que j'ai avec eux. Ouais, mais parfois de grande résilience. Oui. Ça me force tout le temps à
Ça te force, Ouais. vraiment. Donc, Au c'est quotidien. Et puis ce qui doit être difficile aussi, c'est que aujourd'hui, tu partages ta vie, ton quotidien avec Boris, qui est, comme tu disais, le beau-père d'Ève et Milo. Donc, quand tu prends une décision avec le père de Milo, il faut aussi cloisonner. Parce que Boris doit, comme il vit avec lui aussi une semaine sur deux, il doit avoir aussi son avis, j'imagine. Bah oui, et donc il doit accepter. Par exemple, à un moment, le père de Milo lui laissait un peu son téléphone pour jouer à des jeux vidéo et j'ai dit c'est impossible, etc. On en a parlé et après, on avait des avis différents. Enfin, tout ça et des moments de conciliation. Ouais. Tu parlais de thérapie familiale. Vous en avez fait avec les deux enfants, enfin Ève et Milo. Non, on a fait avec Ève seule parce qu'à un moment, c'était difficile entre Ève et Boris. Ève a fait une grosse crise d'adolescence en 3e. Donc, thérapie familiale avec Boris et toi et Ève, tous les 3. Ouais. Ok. On a fait ça et moi, j'allais chez la psy avec Ève parce qu'elle ne voulait pas y aller seule. Ok. Et donc, c'était des moments où je me prenais des sauts de merde. Et la psy, à la fin, à chaque fois, elle me disait « ça passe ». Et j'étais là, genre « oui, tout passe », mais c'est quand même... Ouais. Et c'est vrai que cette classe de 3e, j'ai un souvenir... Mais pour le coup, j'en ai parlé avec beaucoup de copines, c'est vraiment la pire classe pour les filles, souvent. Ok. Ève est passée de la... Parce que Ève a été une enfant très, 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 très facile. Et très donc, sage. Très sage, tellement mignonne. On a une relation très, très forte, forcément, vu tout ce qu'on a vécu ensemble. Et du coup, j'avais un peu l'angoisse. Et c'est vrai que d'un coup, elle est passée de petite fille à une personne qui sort vraiment avec des grandes couches de maquillage et très peu habillée. Et que tu peux rien dire parce que t'es féministe, mais que quand même, t'as un petit peu peur, t'as une petite angoisse de la voir devenir une femme, etc. Donc, je pense que ça va dans les deux sens. Hein. C'est un vrai, encore une fois, un vrai moment de shift. Je pense qu'on oublie celui-là, le moment où ta fille passe en mode femme. Et où t'as envie de lui inculquer aussi ses valeurs féministes. Oui, mais t'as beaucoup de mal parce que t'as quand même envie aussi de lui dire des trucs qui sont pas du tout féministes. Genre, tu juges quand même son maquillage. Alors, ce qui était très drôle, c'est que moi, j'ai eu un vrai moment qui m'a montré le paradoxe du truc. C'est-à-dire que j'en pouvais plus qu'elle sorte avec maquillée à la truelle et qu'elle soit vraiment en look de genre vraiment sur make-up, etc. À 13 ans et demi, j'étais un peu... voilà. Et là, je reçois un mail de l'école qui me dit que Ève a des décolletés trop plongeants et vient à l'école trop maquillée. Ok. Je vais chez la directrice et là, je deviens... Alors que moi, j'engueulais Ève tous les jours pour la même chose. Je dis, non mais attendez, pardon, excusez-moi, à quel moment vous jugez la manière dont ma fille s'habille et dont elle se maquille et si elle était gothique et tout. Et là, Ève me regarde et elle était trop contente. Mais... Oui, parce que tu prenais sa défense. Oui, alors que c'était sur un truc où j'étais complètement d'accord avec la dirlo. Bon, bref, donc ça a été un moment assez important pour moi et pour Ève, je crois. Ouais. Parce qu'elle m'a dit, j'ai adoré que tu prennes ma défense, etc. Et puis, ça passe. En effet, de toute façon, c'est aussi une des choses que ce bouddhisme apprend, c'est que rien ne reste à sa place dans cette vie. Donc, tout change tout le temps. Tout est mouvant. Exactement. Donc, il ne faut pas trop se surinquiéter de moments. Bien sûr que tout ce qui a trait à nos enfants est très, très, très... peut être vraiment dur à vivre et à traverser. Mais il faut essayer au maximum de se dire ça va passer et ça va passer parce que moi je vais mettre cette impulsion toujours d'amour, de dialogue, de trucs, etc. Et ça passe, c'est vrai, c'est passé. C'est passé. Et là on est hyper proche, elle me raconte tout, même presque trop, où je dis genre parfois... trop d'infos. Ouais, trop d'infos, vraiment Ève, là, mais moi, c'est mieux, je reste ta mère, je lui dis genre, il faut pas non plus que tu me racontes tout dans les détails, etc. Mais en tout cas, je sais que s'il y a des choses qui l'inquiètent ou qui l'angoissent, elle me les dit. Ouais. Et ça, c'est magnifique. Tellement rassurant. Et elle a confiance en toi. Ouais, elle a confiance en moi et je trouve qu'elle a confiance en elle, pour l'instant. Sa santé mentale a l'air bien et voilà, je suis hyper contente parce que c'est vrai qu'elle a été difficile. Et toi, ta santé mentale ? Et moi, ma santé mentale est pas mal en ce moment. J'ai une bonne santé mentale. Après, j'ai traversé beaucoup de choses récemment, dont un très gros échec. À faire cet échec, j'ai monté encore la barre de ce que je me suis dit que je devais faire pour toucher le cœur des gens. Parce que là, je ne l'ai pas du tout touché. Enfin, je n'ai pas attiré les gens dans cette salle. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit, c'est trop loin, en fait. Avec le film, donc, Natacha. Ouais, avec Natacha, hôtesse de l'air, qui est pourtant un film que j'ai porté 10 ans. Ah là là. Ah ouais, 10 ans. C'est comme une grossesse, en fait. Et c'est trop marrant parce que j'ai mis ça un peu en rapport avec ce que je ressens de ce que c'est qu'une fratrie.
Je crois que quand on écrit un film pendant très très longtemps, on n'est pas la même personne quand on a commencé que quand il sort. Et qu'on n'est plus forcément son public. Et je me suis un peu remise en question là-dessus. C'est un peu le cas de... Il y a un psychologue qu'on voit souvent en ce moment sur les réseaux qui dit qu'en fait, 3 enfants n'ont pas la même famille, même s'ils ont la même famille. De toute façon, puisqu'ils n'ont pas eu leurs parents au même moment de leur couple, ni au même moment de leur développement, et qu'ils n'ont pas la même place dans la fratrie de toute façon. Et c'est le cas autant pour les miens qui n'ont pas le même père que pour, finalement... Ça me rassure toujours de trouver des trucs qui sont pas... c'est évident. Moi, ils sont pas plus différents que je vois ma sœur et mon frère, en tout cas. Hein. C'est évident. Moi qui ai 10 ans d'écart avec mes sœurs, on n'a pas eu les mêmes parents. Exactement. Du tout. Et donc ça, je pense que c'est assez important. Et je pense que sur les projets, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là où peut-être que c'est trop loin et qu'il faut que je revienne à des choses qui soit me font rire moi, soit me touchent moi, m'émeuvent. Ouais. Et donc la famille, finalement aujourd'hui, donc il y a Boris, toi et les 3 enfants, on a compris, un peu en alternance, un Christopher qui passe de temps en temps, Lionel que je vois souvent pour maman est tout le temps et ma sœur, ding dong. Et ma sœur qui a des enfants exactement du même âge que mes 2 fils. D'accord, génial. Est-ce que tes amitiés ont changé en fonction justement de l'évolution de ta vie et de tes séparations? Est-ce que spontanément, instinctivement, tu t'es rapprochée de meufs qui vivaient la même chose que toi? Pas du tout. Pas du tout. J'ai une de mes meilleures amies qui a divorcé il y a 2 ans. Le reste, elles sont toutes en couple depuis des milliers d'années. Mais vraiment, c'est des couples incroyablement forts. Et ça te fait quoi d'être entourée de couples ultra longs comme ça? Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont bien, mais en tout cas, qu'ils restent ensemble. Et en plus, ils vont bien. Je suis passionnée, je trouve ça génial. Et en plus, j'ai remarqué que c'est des filles qui sont assez libres et qui... mais l'un n'empêche pas l'autre. Je suis hyper impressionnée et hyper fière d'elle. Après, c'est tellement... Je pense qu'on est quand même un peu imprégné des images qu'on a eues enfant, quoi. Moi, c'est tellement pas un truc qui a été mis sur un piédestal quand j'étais enfant, le couple long, que c'était pas un drame pour moi de changer, voilà. T'y crois encore à la possibilité du couple sur le long terme? Ouais, j'y crois encore. Et tu vois, quand on me dit je crois pas à les fidélités, etc., moi, j'y crois vachement. Et je me dis tout le temps, quand je vois qu'on est dans des sales périodes, en fait, je crois qu'il faut déculpabiliser plein de choses. Le sexe, c'est vraiment pas si important que ça. C'est génial si ça marche. Il y a des couples qui marchent très bien sans. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les couples très longs, souvent, ils ont mis ça dans une moindre importance. On nous a tellement élevés en nous disant c'est tellement important, etc. Tout en nous montrant des films où les filles jouissent au bout d'1 minute avec une pénétration. T'es là, genre, bon. On nous a vraiment pas appris à faire l'amour et ce que c'était, etc. Et à côté de ça, on nous a rabâché dans tous les journaux féminins, nous, en tout cas jeunes, tellement c'était important que c'était le ciment, etc. C'est pas forcément ça, le ciment. Je pense qu'on peut avoir des relations où on a le droit de se disputer, en effet, on a le droit de ne pas être d'accord. Et il y a des choses aussi, et ça je m'en suis rendu compte parce que j'ai souvent vu des petites couples quand même. J'ai vraiment toujours essayé de sauver mes couples. Il y a des choses sur lesquelles certains couples ne seront jamais d'accord et ce n'est pas grave. Et ça, il y a un psy américain qui l'a dit. Il a dit, il y a des couples que je vois qui sont des très bons couples. Mais il y a des choses sur lesquelles ils s'en voudront toujours. Il y a ta petite liste des ordures. Il y a des choses sur lesquelles ils ne seront jamais d'accord. Et ça, c'est important de le savoir aussi, parce que je crois qu'on ne se rend pas assez compte à quel point on ne voit que le bonheur des images de couples qui repeignent la maison et qui courent sur le sable. C'est pas ça, le couple. Le couple, c'est tout le temps réouvrir encore plus ton cœur pour accepter que l'autre est super relou. Et qu'il n'est pas comme toi, et qu'il pense pas comme toi. Et ça, c'est... Et de ne pas essayer de le changer. Infernal. Franchement, c'est très, très difficile. Bravo de rien lâcher et de faire rayonner, malgré tout l'amour, la confiance, l'ouverture d'esprit autour de toi, comme l'a fait ta mère précédemment. Et parfois, la colère, la nullité. Évidemment. Et c'est OK aussi. Non, mais attends, on n'est pas dupes, hein. On sait que ça crie. Malgré tout... on fait ce qu'on peut, on fait au mieux. On fait ce qu'on peut. Merci Noémie. On embrasse tout le monde, hein. Surtout Boris, Ève, Milo et Vadim, et ta maman, et ta sœur, et toute la tribu autour de toi, tout ce village qui continue à vous nourrir. Et belle vie à toi aussi. Je suis sûre que tu vas retrouver le chemin pour conquérir
nos cœurs. Eh ben, écoute, C'est je l'espère en tout cas, C'est sûr. conquérir les cœurs et montrer que il y a plein de manières d'être femme et d'être mère et d'être pas mère. Et voilà. Exactement. Merci Noémie, à bientôt. Merci. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci encore à Noémie d'avoir retissé pour nous tous ces liens qui constituent sa grande famille. Aurélia Martin était à la production de cet épisode, Marine Rowe et Claire Sarfati au montage, Océane Timothée Aubanis au mixage, Fanny Tournel au casting et j'en ai assuré l'interview et l'enregistrement au studio L'Arrière-Boutique. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, vous le savez, on a 2 autres podcasts dont on est très fiers et que vous pouvez binger sans retenue. Hot Stories, des récits de sexualité sans filtre, vraiment sans filtre, et Women Stories, des histoires de femmes inspirantes. Pensez aussi à nous suivre sur Instagram, YouTube et TikTok et à nous laisser, si vous avez 5 minutes, 5 petites étoiles partout où vous le pouvez. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et puis bien sûr, long live the bliss. I'm the one.